Quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire ça remonte dans les années, dans les années 35, quoi, 36, il y a eu ce grand événement de 36 qui fait que le Front populaire a été au pouvoir. Et il y avait tout un mouvement des auberges de la jeunesse laïque, où j'étais un militant fervent, qui chantait une culture plus proche de la nature. Alors on partait sac au dos le samedi avec les ouvriers. Moi j'étais étudiant à ce moment-là. Et j'habitais dans la banlieue est, la banlieue rouge. Donc il y avait les soirées, il fallait... J'essayais de faire comprendre ce que j'apprenais moi au lycée à des gens qui ne pouvaient pas y aller, hein, qui étaient mes copains de voisinage. Alors, bon, il y avait aussi dans les syndicats des collèges du travail. Il y avait tout un mouvement de formation de militants responsables à qui on donnait une formation capable de les faire discuter avec les cadres de l'entreprise. Alors dans ces deux cadres-là, moi j'étais présent en plus de mon travail d'étudiant à la Sorbonne, étudiant en lettres, et passionnément j'observais comment arriver à faire partager des problèmes plus complexes que les problèmes de la vie ordinaire à travers les auteurs littéraires, philosophiques ou scientifiques, quoi. Alors c'est là où je me suis concentré sur ces difficultés majeures que celui qui vit avec des mots ordinaires toute sa vie, chez lui, avec ses copains dans la rue, au travail, il a beaucoup de mal à suivre des exposés qui ont des mots savants, scientifiques ou philosophiques, et qu'il y avait donc un problème là. Comment ouvrir au savoir savant, savoir spécialisé, les langues ordinaires, les réflexions ordinaires. Il y avait Alain Resnais qui s'occupait de cinéma, il y avait Bazin qui s'occupait de critique de cinéma, il y avait Marker, Chris Marker qui lui s'intéressait surtout au cinéma. Enfin, bon, il y avait aussi Paoletti qui faisait tourisme et travail. Il y avait Delarue qui était un critique de théâtre, tout ça. Mais c'était au niveau de l'équipe dirigeante, tu vois, de Peuple et Culture et de Travail et Culture. On se réunissait régulièrement à Saint-Germain-des-Prés. Nous jurons que nous nous présentons aux Jeux Olympiques en concurrents loyaux et désireux d'y participer dans un esprit chevaleresque pour l'honneur de nos pays et pour la gloire du sport. Tel est le texte du serment des Jeux Olympiques. Inventé par Apollon lui-même dans l'Antiquité, ils furent réinventés par le baron de Coubertin. Nés une seconde fois à Athènes en 1896, les Jeux devaient tous les 4 ans associer de nouveaux noms de villes à de nouveaux noms d'hommes. Stockholm et Jean Bouin, battu d'un souffle au 5000. Anvers, c'est Paavo Nurmi qui vient de porter la flamme et qui est devenu chemisier à Helsinki. Amsterdam et Ladoumec, brillant vaincu de 1500 mètres. Et aussi El Wafi, vainqueur inattendu du marathon, qui travaille maintenant en usine, pauvre, presque oublié. Et Sonia Eni, la fée des Jeux d'hiver, aujourd'hui marchande de spectacles. Ceci est une marmite coréenne, et le propriétaire de cette marmite est M. Son, vainqueur du marathon aux Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. À l'époque, la Corée était possession japonaise et M. Son courait sous les couleurs du Japon. En vertu de quelques changements internationaux, M. Son a lui aussi changé de nationalité et de spécialité. Il est coréen et il fait la cuisine, ce qui ne l'empêche point d'aller assister en connaisseur au départ du marathon. Dès le début, la méthode éducative que Peuple et Culture cherchait à mettre au point, c'est une méthode qui ne sépare pas l'individualité de sa condition sociale et qui, en même temps que l'on favorise son autodéveloppement personnel, en même temps, on l'aide à fabriquer une espèce d'autoprotection sociale en créant des groupements protecteurs, des groupements d'initiative, des groupements de lutte contre l'injustice, etc. Donc, disons un peu plus de ce temps libéré, je rappelle simplement des chiffres qui en disent long, c'est pas, au moment où Marx écrivait et au moment où
Jules Ferry, ou ses prédécesseurs de la Ligue de l'enseignement, préparaient l'école, la durée du travail moyen était d'environ 3500 heures par an, sans soirée, on allait se coucher, sans week-end, hein, sans vacances, sans retraite payée, tout ça. L'éducation n'a pas changé fondamentalement depuis ce temps-là, et notamment les responsables de l'éducation après Jules Ferry n'ont pas compris qu'il y avait une préparation nécessaire, une culture nécessaire pour que le temps libre soit un moyen de culture populaire, justement. Et qu'il fallait le préparer, pas seulement à la formation initiale, mais dans des formes nouvelles de formation continue. On n'a pas compris ça. Et ça continue, l'idiotie actuelle de nos politiques, même de gauche. Donc, il s'agit d'une orientation, d'une action culturelle qui tente à viser l'individualité et aussi le milieu dans lequel il est. C'est ça, peupliculture, qu'on a un peu oublié. Alors, je parle souvent d'autodéveloppement maintenant, plus que je le faisais il y a donc une cinquantaine d'années, parce que c'est vrai qu'à partir de quand on n'avait pas de temps à soi, social à soi, sans aucune légitimité sociale, sans temps social à soi, c'était de l'égoïsme. C'est fini ça maintenant. Le temps social à soi, c'est une forme de dignité de l'individualité qui travaille. Oui. Alors, on ne s'est pas rendu compte combien, dans ce temps de loisir qui est prépondérant maintenant, et qui est plus long que le temps de travail, attention, dans les budgets temps de 85 en France, hein, il faut s'y préparer, notamment préparer au choix. Vous êtes tenté par ça, bon, ça donne quoi, et vous choisissez quoi. Il faut apprendre à choisir pendant 10 ans. Mais c'est pas ce qu'on fait à l'école. Alors, l'éducation populaire compense un petit peu pour les volontaires qui veulent bien y aller, mais la masse des élèves y échappe. Il faut donc que cette exigence pénètre aussi la formation que tu appelais formelle, tu vois, la formation scolaire obligatoire. Moi, je ne suis pas du tout pour la supprimer, comme les gens d'extrême droite ont tendance à le faire, parce que ça coûtera moins cher et qu'ils font plus facilement leur manigance, vous voyez. Non, mais je serais pour ces 10 années maintenant qui imposées à tous, mais à condition de changer le contenu et qui reflète les différentes situations de travail professionnel, travail familial et puis de temps libéré, y compris temps de loisirs, que ce soit à la base du programme pendant 10 ans, pour apprendre à réfléchir mieux à la vie quotidienne, pour apprendre à faire du temps libéré un mode d'auto-développement de la connaissance, de la compétence, de l'esthétique, de l'éthique, etc. Voilà. C'est ça le fond de la question, et pour moi, le sens profond de l'éducation populaire, de notre vocation, c'est d'agir quand le travail est fini et qu'on a à gérer sa vie en dehors du travail. C'est ça l'essentiel du champ de l'éducation populaire. Alors l'éducation populaire aussi, je te le disais tout à l'heure, est-ce que c'est une bonne expression? Alors malheureusement, je pense que non, mais je la défends quand même, parce qu'il y a un mouvement, mais c'est pas bon, parce qu'elle est restée figée telle qu'elle était il y a 100 ans au fond, hein, où il y avait un nouveau rapport entre l'institution éducative et puis le sujet apprenant. Maintenant, ce lien n'est plus le même. Avant, ce sujet apprenant, enfant mais adolescent aussi, acceptait les contenus d'un enseignement qu'on lui donnait. Si ce n'était pas à l'école, c'était dans des associations. Or, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. La grande enquête qu'a fait Martine Barthélemy sur l'évolution de l'association depuis 10 ans et qui a abouti à 2 volumes tout à fait capital pour vous, montre que la plupart du travail de formation dans les associations, au lieu de partir d'un idéal démocratique inculqué, elle reprend la formule des héritiers, je l'aurais pas repris, mais enfin c'est tout à fait légitime, au lieu d'être ça, maintenant elle observe que de plus en plus ce sont les membres d'associations qui cherchent à développer leurs ressources personnelles, leurs ressources sociales, et les formations tentent à être centrées sur les sujets eux-mêmes. Elle a observé ça partout, et d'ailleurs à PEC aussi, ça s'est montré. Ça. Et c'est important à savoir tout ça, parce que si j'étais
doué d'une puissance quelconque, j'abandonnerai l'expression éducation populaire pour la remplacer par une autre, comme par exemple le développement des pratiques d'auto-formation permanente pour tous, hein, et avec une aide dans les relations sociales au cours de la vie, entre ceux qui en savent plus et ceux qui en savent moins, hein, et entre les ingénieurs, les médecins et puis la population ouvrière employée, hein, et avec un apprentissage aux pratiques d'auto-formation dès l'école primaire, pendant 10 ans. Et je vais me borner à évoquer ces fameuses valeurs fondatrices à ma manière. Je ne suis pas sûr que les compagnons qui ont entendu l'appel que j'ai lancé en tant que directeur du comité de libération de Grenoble en 1945, filtraient exactement à ce que je dis. Moi, je vous dis ce que j'ai senti à ce moment-là, et ce qui reste dans ma tête. Et à ce moment-là, c'est d'ailleurs pas 45, c'est 44, parce que vous savez, quand on a un grand projet un petit peu fou, on se fait une construction comme ça, et longtemps à l'avance, puis après on est plus armé pour improviser, bien entendu. Ça c'est en 44, c'est dans le Vercors. Et vous savez, tous, à partir de fin 42, un grand nombre de jeunes ouvriers ne voulaient pas partir au service du travail obligatoire en Allemagne. Alors ils partaient où? Dans la montagne, hors d'atteinte de la gendarmerie et des troupes allemandes. Alors j'avais été chargé à l'école nationale du cadre Burial, dès le milieu 42, de préparer ce qu'on appelle ces maquistes, et c'était des camps qui fallait faire vivre au maximum 20 personnes maximum, et il y en avait une quarantaine comme ça. C'est compliqué. Il y avait quelqu'un qui s'occupait du ravitaillement, donc qui s'occupait de l'entraînement militaire, et moi j'étais chargé de l'information et de la formation et du perfectionnement de ces jeunes ouvriers qui ne voulaient pas partir. Alors, c'est là que l'idée de peupliculture est venue en moi. En 1945, on pouvait lancer cette grande interrogation que c'est que l'éducation aujourd'hui, par rapport à celle qui est portée par l'histoire de la fin du 19e siècle, qui a abouti à une école de 6 ans, puis 8 ans, puis 10 ans obligatoire, imposée. Maintenant, on est dans un tout autre champ, avec les succès suspects aux examens et les échecs non suspects. Ce qui nous oblige à repenser très profondément ce que c'est que la formation à tous les âges de la vie aujourd'hui. Voilà, la première valeur, c'est que face à une société que l'on sentait de plus en plus savante, quotidiennement savante, pour produire, pour vivre, pour élever les enfants, pour s'amuser, la formation devait être continue. L'éducation devait être permanente. Bon, c'est la première idée qu'on a eue. Alors on disait populaire, parce que pour nous, ce n'était pas seulement la formation réservée à ceux qui ont déjà de l'instruction. Ça, c'est le mouvement normal. Hein. On savait qu'il était dominant, mais nous le refusions. Par conséquent, nous avions ce sentiment, nous, parce que j'étais quand même pas le seul à exprimer ça dans le même sens, que pour faire aujourd'hui une éducation permanente, nécessaire, à la vie quotidienne des enfants, des adolescents, des adultes, il faut un mouvement social. Et que ce n'est pas possible de réussir avec une école obligatoire, qu'on nous oblige à aller à l'école 4 ans, comme dans certains pays du tiers-monde, 6 ans, 10 ans, ou bien 12 ans, ou 18 ans. Bon, c'est nécessaire pour certains. Pour d'autres, c'est plutôt que donc on avait là un doute profond et nous cherchions à développer ce que j'appellerais maintenant un mouvement socio-culturel. Je n'aurais pas employé cette expression à ce moment-là, mais c'est bien ça qui est dans le manifeste. Si je le fais maintenant, c'est parce que la diffusion des sciences sociales a fait connaître ce qu'on appelle un mouvement social de type sociopolitique. Par exemple, Alain Touraine, celui qui l'a chanté le plus à un moment, puis quand les mouvements se sont affaiblis, il s'est amusé à faire de l'intervention sociologique. Mais enfin, en France, dans le monde, c'est pas lui qui a pu l'approfondir ça, mais en France, c'est lui. Or, il ne s'agit pas de ça. Un mouvement socio-culturel n'est pas un mouvement sociopolitique. Nous avons posé les bases à travers l'associationnisme, par Chausson, qui peut servir à 36 trucs, extrêmement positifs, extrêmement négatifs, comme tout ce qui est dans une démocratie. C'est un mouvement social de type culturel.
C'est-à-dire, alors, c'est un refus d'une situation de domination, d'aliénation, c'est des orientations de valeurs. Ah, je ne parlerai pas d'utopie, je vais le mot d'un mot dans ce mot, alors vous le répétez, je ne lui sortira pas de ma bouche. Et même si Proche était là, nous en discuterions très fraternellement. Bon. Parce que l'utopie, c'est le devoir-être. Et trop souvent, au nom du devoir-être, on ne voit rien de ce qu'il est. Alors là, on a l'exemple du Club Top 17 de l'autre côté. Sous le nom de socialiste scientifique, c'est une grande utopie qu'il y avait aussi. Et puis chez nous aussi, en chacun de nous. Je préfère parler d'un mouvement social qui consiste à refuser une situation en vue d'une résistance, en vue d'une recréation, qui choisit des valeurs qui sont à la fois souhaitables et réalisables, et un système d'organisation qui supplie une discipline consentie. Et quand on en a marre, on s'en va, et la note etc. Bon, la seconde, alors je suis aussi gêné pour dire la seconde valeur, parce que depuis, il y a Lipovetsky qui a écrit, qui a parlé, avec l'empire de l'éphémère et la mode par derrière. Alors ça crée la confusion. Mais si vous lisez le manifeste, vous verrez que, quelle que soit notre foi dans un avenir lointain, que l'on croit au lendemain qui chante, au lendemain qui ne chante pas, nous étions tous d'accord pour dire qu'il faut commencer dès maintenant à résister à des choses, à promouvoir des choses pour changer cette culture vécue entre des gens de classes différentes, de catégories différentes, de personnalités différentes, tout de suite. Et peu à peu, j'ai parlé moi d'une révolution culturelle de la vie quotidienne, où notamment les valeurs qui naissent de ce temps libéré sont énormes, avec les médias et des textes sur le travail, sur la formation scolaire, etc. Alors, quand on dit changer la vie quotidienne, nous avons toujours été plusieurs à être tout à fait sceptiques quand les partis politiques prenaient cette formule-là, car ils n'ont pas les moyens de faire ça. C'est pas à eux de faire ça. Ils ont la facilité ça à réaliser par des mouvements socioculturels de toutes sortes, qui eux, en dehors des disciplines, des combats partitistes et des idéologies nécessaires dans cette bataille, pensent autrement le rapport au culturel et le rapport à l'auto-formation collective ou individuelle, et la formation en général. Bon, alors, ça c'est la deuxième valeur, donc, une valorisation culturelle du quotidien. Faire, comme on disait, de la vie quotidienne un moyen de culture, la vie de travail familial, la vie de loisirs, la vie des engagements politiques, religieux. Troisième valeur importante. Alors ça, il faudrait développer le monde, bien sûr, sur le point de vue. Troisième valeur, c'est que nous avions le sentiment que, bon, disons que l'individualité de chacun de nous, quelle que soit la classe, était brimée, était complexée, était troublée par ces mutations de toutes sortes. Ça a fait le succès des psychanalystes, des psychiatres, cette constatation. Nous, ça nous donnait le sentiment qu'il fallait que l'on développe une formation permanente centrée sur la libération de l'individualité de l'homme, bien sûr les droits de l'homme par rapport à la tyrannie politique, mais aussi la liberté par rapport à la tutelle des institutions quand elle est trop lourde, la tutelle familiale, la tutelle scolaire, ou la tutelle professionnelle, etc. Et ça c'est un point très important, et qui concerne pas seulement l'homme et la femme. Alors nous avons beaucoup travaillé à passer cette valeur nouvelle de l'expression plus libre de la femme et de la jeunesse, donc, sans tomber dans la démagogie, et peut-être même faudrait-il de dire de l'enfance. La quatrième valeur, nous cherchions plus de solidarité entre les cultures hétérogènes d'une société moderne de type démocratique. Plus de solidarité entre les classes sociales, entre les catégories à l'intérieur des classes sociales, parce que si vous lisez nos textes dans les années 60, issus du manifeste, nous avons été attentifs aux faits bien avant les politiques, qui malheureusement nos amis de gauche l'ont compris trop tard, surtout les communistes, à savoir que à l'intérieur des classes, ça bouge. Il y a des anachronismes à l'intérieur de la classe ouvrière. Il y a des oppositions entre groupes culturels, ceux qui aiment le travail, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui aiment le sport, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui font de la musique, le rock, qui font autre chose. Et la multiplicité des groupes culturels à l'intérieur des classes n'a fait que croître.
Et nous avons toujours pensé que la solidarité sociale devait se pratiquer dans tout autre rapport avec les classes sociales et les groupes et les âges qu'il y a 50 ou 100 ans. Alors ça, c'est donc cette notion de plus de solidarité sociale entre des groupes qui ont des différences sociales considérables, y compris des cultures de lutte de classe, mais qui ne concernent pas toute la classe, mais qui existent aussi, et des différences individuelles. Comment développer une solidarité culturelle, puisque de choses sont une raison de le dire, nous pensions ceci, puis je répéterai un peu derrière lui en d'autres termes, c'est que l'histoire depuis la Révolution française, en France et à l'étranger, enfin celle-là apparaît clairement, en tout cas maintenant du côté de l'Est en Europe, les mouvements politiques ont toujours surestimé les structures politiques pour changer les mentalités. Toujours. Et ils ont confié le changement des mentalités à des écoles obligatoires pour enfants. Ils se sont plantés. Alors ça, nous étions très sensibles à cela. Comment se développe une culture commune en dehors des discours? C'est le dernier point, le point 5 si vous voulez. Notre idée, ça, j'espère que ceux qui ont lu le manifeste ont entendu cette phrase, qui paraît moi toujours aussi lumineuse. Si on veut que la majorité, je ne parlerai pas de peuple maintenant, la majorité des gens ait part à la culture la plus élaborée d'aujourd'hui, une culture de plus en plus savante, dans l'art, dans la technologie, dans la science, etc. Et si en même temps, on veut que la culture, le contenu de la culture générale fasse place de plus en plus à la vie de tout le monde, à la vie populaire, au peuple, si vous voulez. Alors, que faire? Eh bien, dans le manifeste, c'était le début, il a eu ce slogan. Bon, le manifeste, c'est moi qui l'ai rédigé en premier jet, complet, ensuite Langrand et tout un groupe l'a revu, et ça donne ça. Cette formule-là n'est pas de moi. Nous rendre la culture au peuple et du peuple à la culture. Ça me paraissait trop simple. Mais néanmoins, ça claque comme un drapeau, pourquoi pas. Et finalement, on s'est entendu pour la garder. Alors, je lis les 5 lignes qui me paraissent importantes. On n'a pas fini de réaliser ça et de savoir comment le faire. Rendre la culture au peuple et le peuple à la culture, voilà notre but. J'ai essayé de développer tout à l'heure pour te mettre là-dessus. Nous ne voulons pas d'une culture aristocratique ou bourgeoise étendue à un nouveau public. La culture populaire ne saurait être qu'une culture commune à tout un peuple, commune aux intellectuels, aux cadres, aux masses. Elle n'est pas distribuée. C'est ça que je soulignais en 3 traits, avec ça dans le tableau. Il faut apprendre à la vivre ensemble pour la créer. Apprendre à la vivre ensemble pour la créer. C'est-à-dire que ce soit dans les ateliers, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les voisinages, que ce soit dans les institutions, ceux qui en savent plus dans un sens, ceux qui en savent moins dans un autre sens, doivent apprendre à construire une culture commune. Alors c'est beaucoup plus que le partage des connaissances, c'est beaucoup plus que les noms directifs, c'est beaucoup plus que toutes ces techniques qui sont pas sans intérêt, mais qui ne touchent pas l'essentiel. La culture, c'est une connaissance intégrée et vécue. C'est ça, hein? Vécue dans le travail, vécue en dehors du travail, vécue dans les rapports aux choses, à la technologie qui sépare de plus en plus la main et les choses de celui qui est fabriqué. Et dans les rapports à l'autre, à l'organisation. Comment y arriver? Alors c'est là, c'est le comment. Nous étions tout à fait persuadés, et je crois qu'on n'est plus en plus en dehors de nous, et ça n'a pas été sans mal de faire accepter cette idée, que ça supposait une action éducative permanente à tous les âges de la vie, et qu'on ne pouvait pas la réduire à l'action des institutions. Alors maintenant, c'est l'école qui impose 10 ans. Si on ne prenait pas soin, ce serait l'entreprise. Mais pour faire des stages avec la stagite, mais quel effet réel dans la transformation des pratiques? Il faut faire attention. Hein? On était donc persuadés qu'un mouvement d'action socio-culturelle était nécessaire pour développer l'idée d'une éducation permanente, pour changer les mentalités, pour changer les oppositions des institutions qui veulent toujours garder la main comme ça
sur la chose quand ça leur intéresse, qui est légitime en un sens, mais qui reste est illusoire. Hein. Donc c'est cette idée d'une éducation permanente qui a une alternance entre la formation que donnent les institutions, que ce soit l'école, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'église, soit les partis, etc., et les associations aussi, et la formation que choisit l'individu. Que choisit l'individu, avec des hauts débats, avec le droit à l'erreur, le droit au congé, le droit à l'interruption. C'est-à-dire qu'il y a une logique de... Maintenant, c'est ce que j'écris depuis. Il y a une logique institutionnelle et une logique de l'apprenant. On ne peut pas réduire l'une à l'autre. Et c'est naïf de penser qu'avec l'éducation nouvelle, on va faire que la logique des apprenants va être la logique des institutions. Et souvent, je vois des langages sur le service éducatif d'entreprise qui semblent relever d'une même illusion. Peut-être que je me trompe, je le souhaite en tout cas. Parce qu'il y a bien d'autres choses du côté de l'entreprise en ce moment. Il y a un mouvement d'innovation extraordinaire, aussi bien pour la formation institutionnelle que la formation des sujets. Mais je n'aurais pas écrit ça en ce temps-là, mais je suis persuadé que cette formation permanente, qui est la formation initiale plus la formation continuée, hein, c'est encore plus important de dire que c'est la formation institutionnelle et l'auto-formation que tu te donnes toi ou avec d'autres dans une association. Si vous me permettez encore un mot, cette expression plus libre de l'individualité, avant de rattacher à une philosophie générale de l'individualisme, quand on a un cadre de référence traditionnel ou utopique dans la tête, bon, ça se passe derrière la tête, il faut savoir que c'est d'abord une lutte contre les conformismes sociaux, un droit plus fort de l'individualité contre tous les conformismes que se créent tous les groupes, les stéréotypes sociaux, au lieu des images vécues que vivent les poètes, que découvrent les chercheurs, ou simplement la curiosité, les idées toutes faites, plutôt que de chercher les réseaux de causalité réels, les préjugés, les dogmes qu'on hérite, tout ça, plutôt que d'inventer des orientations adaptées au groupe que vous êtes dans votre situation, et les routines qu'on reproduit, pour prendre un concept charabouteux, qui est complètement étranger à ce que je vous dis là. Lipovetsky l'est trop ouvert à ça, à cette personnalisation. Bourdieu ne l'est pas du tout. Alors, pour moi, c'est une sociologie de normes. Elles ne sont pas fausses, simplement, il faut les compléter.